Bonjour à tous, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir, alors par qui commencer, Pierre Marissève, directeur de l'Institut pour la justice, qui traite justement largement les questions tant de l'insécurité que de la justice, que de la délinquance et évidemment la prison qui est leur corollaire. Et ensuite, je reçois aussi Xavier Aimant, donc écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et de la revue Éléments. Alors aujourd'hui, effectivement, le sujet qui nous anime est celui de la prison qui est largement débattu, comme on le sait, dans le système politique actuel au regard de l'explosion de l'insécurité qu'on vit. Je rappelle aussi à nos auditeurs que nous recevrons dans quelques minutes voilà, Alain Destex, qui a été médecin en prison, et Vendry de Guerpel, qui a co-dirigé le dernier numéro du dernier dossier du magazine L'Incorrect. Alors, je voudrais commencer par vous, Pierre Marissève, avec une question très simple que je poserai aussi à vous, Xavier Aimant. En fait, à quoi sert une prison? Quel est son objectif? Son objectif, c'est... Alors moi, j'en reviens toujours à la théorie, à ce que j'ai appris en faculté de droit, à savoir que la peine pénale a plusieurs fonctions, et la première fonction de la peine pénale, c'est la neutralisation des délinquants. Ce qui veut dire que lorsqu'un délinquant ou un criminel est en prison, il ne commet pas de crime ou de délit envers la population générale. Il peut en commettre dans la prison, évidemment, il en commet régulièrement, mais il n'en commet pas à l'égard de la population générale, et c'est pour moi le premier but. Maintenant, il y a d'autres fonctions. La deuxième fonction que je citerai, c'est la dissuasion. La peine de prison est un moment désagréable à passer entre quatre murs. Ça n'a aucune vocation à être un moment agréable. Et ça doit rester un moment désagréable. Et donc, par cet effet, par la peine que va purger un délinquant, les autres délinquants ne vont pas avoir envie de connaître le même sort, et ce même délinquant ne va pas avoir envie de recommencer. Parce qu'évidemment, si, c'est comme avec les enfants, même comme avec les adultes, si vous offrez un bonbon au chocolat à une personne qui vient de commettre un délit, elle n'aura qu'une envie, c'est de recommettre ce délit. Si en revanche, vous lui donnez une tape derrière la tête, ce qui est de la prison, eh ben, elle va probablement avoir moins tendance à vouloir recommencer ce délit. Donc c'est la deuxième fonction, et puis il y en a d'autres. Il y a la rétribution, qui est une réparation symbolique à la société. Une personne qui aurait mis un coup de canif dans le pacte social doit le payer d'une façon ou d'une autre. C'est la société qui le demande, c'est la fonction de rétribution. Il y a la fonction de réinsertion ou réhabilitation, qui est une fonction parmi d'autres de la peine pénale. Et puis il y a enfin la fonction de réparation aux victimes. Voilà, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, je ne vous les cite pas dans l'ordre de l'importance, en tout cas pas officiellement, mais tout de même c'est comme ça que moi je les placerai. Très bien, merci beaucoup. Et alors, vous, Xavier Aimant, comment définiriez-vous l'objectif de la prison de votre côté? Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur les principes. Je dirais que justement, dès qu'on les cite, on voit bien immédiatement que la prison actuelle ne remplit plus aucun de ses rôles. Et c'est ça le constat pour moi de départ, c'est qu'en effet, la prison ne protège plus la société, la prison n'est plus dissuasive pour certaines populations. Il faudra aussi faire peut-être la différence entre différentes populations carcérales. Et elle ne protège plus la société et elle ne réinsère plus non plus les détenus, puisqu'on a des taux de récidive très importants en France. Donc c'est pour moi le constat de départ, et qu'en effet les principes qui ont été cités sont les principes, les objectifs en tout cas de la prison, mais que la prison ne les remplit plus, et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut repenser globalement le système carcéral dans notre pays. Alors justement, on peut peut-être faire à ce niveau-là peut-être un rappel des chiffres avec Maëlys, les chiffres essentiels voilà, de la prison en France, pour bien comprendre un peu qu'on se mette sur les mêmes bases de discussion. Alors on vous écoute, Maëlys. Oui, tout à fait. Il y a alors pour le nombre de détenus qui étaient en milieu fermé, donc, selon les chiffres de février 2025, donc assez récent, il y avait 81 599 personnes, avec un nombre de places disponibles de 62 363, donc un taux d'occupation de 130%, donc largement supérieur au nombre de places, de places disponibles. Donc on voit une certaine déconnexion. Oui, et effectivement, il y a cet élément qui va être un des principaux, je pense, dans cette discussion, qui est que effectivement, voilà, 30% de détenus en trop dans les prisons. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment
Alors déjà, je note que Radio Courtoisie utilise le bon terme, c'est le terme d'occupation. On utilise très régulièrement le terme de surpopulation carcérale. Nous ne sommes pas, à mon sens, en état de surpopulation carcérale en France, puisque la population carcérale, la population des gens qui doivent être en prison, est inférieure à ce qu'il faudrait. En revanche, c'est vrai, nous avons un taux d'occupation de nos prisons, donc une suroccupation carcérale qui est réelle, principalement en maison d'arrêt. On a 130, 140, 150%, parfois jusqu'à 200% dans certaines maisons d'arrêt. Ce n'est pas le cas en maison centrale, donc pour les criminels, c'est quand même toujours bon de l'avoir en tête. Mais donc, voilà, on parle tout le temps de surpopulation. C'est un argument notamment pour la gauche, hein. Il n'y a pas d'autres mots. Ce sont l'Observatoire international des prisons, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, donc la contrôleuse des prisons, le syndicat de la magistrature, enfin bref, toutes ces officines et ces associations de la société civile n'ont que le mot de surpopulation carcérale à la bouche pour demander une chose: abolir, en tout cas limiter le plus possible, la prison. J'ajoute que cette question de la suroccupation carcérale est un sujet qui est un todo des Danaïdes, si on peut le dire comme ça, parce que tout est relatif. Vous savez, il y a une loi en France qui date du début du XXe siècle qui demande l'encellulement individuel, qui veut dire que tous les détenus doivent être individuellement dans une prison seuls. On estimait, à tort ou à raison, je pense que, soit dit en passant, ce serait très impopulaire auprès des détenus, qui sont des personnes particulièrement sociables, on estimait que pour penser à leur peine, pour penser à leur réhabilitation, leur réinsertion, il fallait qu'ils soient seuls dans leur cellule. Bref, donc si on s'en tenait à cette loi d'encellulement individuel, on ne serait pas à 130, 140% de suroccupation carcérale, on serait probablement au double, à 200, 250%. Mais donc ce chiffre est tout relatif. Moi, ça ne me choque pas que dans une certaine mesure, pour des durées pas trop longues, on soit parfois à 3 dans la cellule. Je trouve ça évidemment regrettable, et si on peut éviter que les détenus soient à 3 dans une même cellule, il faut évidemment le faire. Mais si le prix à payer, c'est moins de tranquillité pour les gens qui ne commettent ni crime et délit, là, ça me pose un réel problème. Et donc, pour ajouter quant au fait que les chiffres de suroccupation sont relatifs, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, nous avons les mêmes associations, la même société civile qui pousse les mêmes cris d'orfraie en disant « Attention, surpopulation carcérale, c'est terrible, etc. » Ils sont à combien d'occupation carcérale ? 98%. Donc, ils sont en train de mettre des libérations anticipées. C'est quelque chose qu'on appelle la régulation carcérale, que la gauche pousse en France depuis longtemps. Sauf qu'au Royaume-Uni, ils n'attendent pas d'être à 130, 140%, ils attendent d'être à 98, 99%. Ils estiment, dans leur rhétorique, ils disent que 98%, ça n'est pas assez. C'est trop proche de la limite des 100%, donc il faut commencer tout de suite à mettre en place la régulation carcérale. Donc, bref, tout ça pour dire, ce chiffre est relatif. Évidemment qu'il faut qu'il soit le plus faible possible, et tant qu'on peut le faire, on le fait. Mais il faut pas en faire la montagne que s'en font les associations militantes anti-prison, qui en fait n'ont qu'un but, c'est de limiter la prison, d'abolir la prison pour des raisons idéologiques et complètement déconnectées de la réalité. Alors, Xavier, on reviendra dans 3 minutes, dans quelques minutes, voilà, sur ce sujet pour avoir votre réponse. Avant ça, on reçoit actuellement Alain Destex, donc sénateur honoraire belge, mais qui a également, par le passé, été médecin dans une prison française. Alors, bonjour Alain Destex, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, alors la première question que je souhaitais vous poser, vous avez été médecin donc en prison française, comme vous me l'expliquiez, directement au contact des détenus, et on parlait justement de la question de la, alors non pas de la surpopulation carcérale, mais en tout cas de la suroccupation. Exactement, dans les cellules. Vous, il y a des choses qui vous ont marqué dans le comportement des prisonniers, dans la manière dont en fait les détenus se comportent au quotidien. Vous m'avez parlé un peu en hors interview de l'inoccupation des détenus, d'une culture de l'excuse qui existait, du nombre de récidivistes. Concrètement, c'est quoi l'état d'esprit d'un prisonnier ? Est-ce que vous pourriez le décrire ? Bon, d'abord, le premier état d'esprit, comme votre premier intervenant l'a dit, c'est que personne n'est évidemment est heureux d'être en prison, hein. Donc tous souhaitent sortir le plus rapidement possible et le vivent comme une contrainte forte. Donc à part l'une ou l'autre exception que j'ai rencontrée, notamment une personne
qui a cherché à tuer un gardien pour ne pas sortir de prison, la règle, c'est quand même de vouloir en sortir le plus rapidement possible. Alors, il y a 2 ou 3 choses qui m'ont frappé. La première, donc moi j'ai une expérience limitée de médecin, c'est la surconsommation médicale. La très grande majorité des détenus sont sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Donc il y a une consommation médicale très, très, très importante qui va vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en pratique quotidienne. La deuxième chose, c'est effectivement l'inoccupation. Donc, par exemple, les détenus ne sont pas obligés de se lever le matin. Il n'y a que comme activité la promenade, parfois l'atelier pour ceux qui le veulent, un peu de sport et la prière, mais tout ça est volontaire, hein, à part la promenade. Donc, moi, si vous voulez, c'est le manque d'occupation. Donc, la plupart des détenus passent leur journée soit dans leur cellule, soit dans leur bloc, parce que dans pas mal de blocs, les cellules sont ouvertes et les détenus peuvent se promener, mais dans un endroit et un territoire très limité. Mais par exemple, si j'avais une recommandation à faire, si vous voulez, c'est de faire sortir, alors évidemment, sans doute que ça poserait des problèmes d'organisation et de personnel, mais de faire sortir le matin les détenus de leurs cellules, les obliger à se lever, aller faire un salut au drapeau français, ce genre de choses, si vous voulez. Donc, moi, j'ai participé quelquefois avec les surveillants à la distribution des médicaments le matin pour voir comment ça se passait. Il y a quand même à 9-10 heures du matin, un grand nombre de détenus qui sont encore au lit dans leur cellule et endormis. Hein. On dépose les médicaments à l'entrée de la cellule sans les réveiller. Donc voilà, donc il y en a aussi peu qui participent aux activités rémunérées. Donc dans la prison où j'étais, il y avait des ateliers qui fabriquaient diverses choses. Finalement, ça reste minoritaire ceux qui acceptent d'y participer. Et enfin, la dernière chose, pour ne pas être trop long, moi, il se trouve que j'ai été confronté surtout à des délinquants sexuels et que ceux-là, donc, ceux que j'ai rencontrés, si vous voulez, ils se cherchent des excuses. Ouais, hein. Donc, il y en a pas beaucoup qui disent j'ai vraiment fait une énorme connerie, je le regrette. Non, c'est toujours entouré d'explications sur les circonstances. Et ça m'a aussi surpris. De même, donc, comme vous l'avez dit en introduction, du grand nombre de récidivistes. Voilà, mais donc moi j'ai une expérience de terrain, mais qui est limitée. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de l'univers carcéral. Et juste une dernière question rapide pour vous, Alain Destex. Vous me parliez aussi de l'importance qu'a le directeur de la prison dans la tenue de la prison. Oui, alors ça tous les détenus me l'ont dit. Hein. Donc les prisons, si vous voulez, ont des réputations chez les détenus. Hein. Et il y a des prisons qui ont la réputation d'être très laxistes. Alors très laxiste, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut facilement faire du trafic, faire entrer des téléphones, avoir des drones qui amènent des téléphones, par exemple, parce que c'est le produit quand même le plus recherché en prison. Donc, le drone amène le téléphone soit directement devant les barreaux de la cellule, soit au pied d'une cellule et est récupéré par un système sophistiqué de fourchette, si vous voulez. Et puis, il peut être récupéré par n'importe quel détenu. Le détenu va toujours le remettre à la personne pour qui le téléphone est destiné, parce que sinon il y a un système de punition, de tabassage, etc. Mais donc le directeur, c'est extrêmement important. Si le directeur est sévère, donne des punitions, donc le cachot, ce genre de choses, la privation de cantine, etc. En cas de découverte, par exemple, d'un téléphone portable, je dis GSM parce que moi en Belgique on dit GSM, donc le téléphone portable, c'est mon côté belge. Donc le directeur, dans une des prisons où j'étais, par exemple, on estimait qu'il n'y avait pas plus de 3 ou 4 téléphones portables disponibles parce que la punition était très sévère si on en trouvait un. Par contre, j'ai eu aussi donc, des témoignages d'autres prisons où le directeur est laxiste pour avoir la paix, si vous voulez, hein, pour acheter, en quelque sorte, le directeur est laxiste pour acheter la paix sociale dans son établissement, éviter les révoltes,
éviter les actes d'insoumission, etc. Donc le rôle du directeur est vraiment fondamental. Merci beaucoup pour votre témoignage, Alain Destex, et on va tout de suite rebondir sur le sujet avec vous, Xavier Aimant. Donc, on était sur la question de la suroccupation carcérale, donc 130% en France, rappelons-le. Pierre-Marie Sève expliquait il y a quelques minutes que finalement, si c'était le prix à payer pour que les citoyens français soient en sécurité, c'était une bonne chose. Pour rebondir aussi sur ce que vous avez l'impression que les citoyens français sont en sécurité actuellement avec ce système-là. Il ne me semble pas que ça fonctionne. Je suis pas très convaincu par la distinction entre surpopulation et suroccupation. Quand vous avez 5000 prisonniers qui vivent et qui dorment sur des matelas à même le sol, dans des cellules qui sont pas prévues pour un nombre d'occupants aussi important. Quand vous avez des coins sanitaires dans les cellules où il n'y a pas de cloison, donc vous êtes obligé de faire vos besoins devant vos 2 ou 3 autres codétenus, moi, j'y vois une image un peu de surpopulation néanmoins, et je trouve ça dégradant parce que, si vous voulez, pour moi, la peine, c'est la privation de liberté. Vous êtes condamné à être privé de liberté pendant une durée déterminée. C'est pas rien, la privation de liberté en soi. C'est pas quelque chose de léger. On a eu un tout petit aperçu de ça lors du Covid. Et on ne parlait pas de prison, on parlait d'enfermement chez soi, dans son appartement. On a vu les conséquences que ça avait en termes psychologiques. Détention à domicile. Vous savez que la détention à domicile, c'est considéré comme un mode d'exécution des peines aujourd'hui. On dit, vous êtes délinquant, vous allez avoir une détention à domicile. C'est quand même amusant. Et est-ce que si vous prenez une attestation, est-ce que vous prenez une attestation en tant que prisonnier, a priori, ça ne fonctionne pas, mais c'est à se demander. Hein. Mais on s'est quand même aperçu que ça avait des conséquences, et notamment on l'a vu sur l'augmentation exponentielle des violences. Donc l'enfermement en soi, c'est pas quelque chose de rigolo, c'est pas la foire, et c'est pas les colonies de vacances. Mais ne pensez-vous pas que la privation de liberté que subit l'ensemble des Français du fait de la délinquance, vous et moi, nous subissons une privation de liberté. Je vais vous dire moi j'ai grandi au Québec, par rapport à un Québécois moyen, le Français moyen subit une privation de liberté du fait de la délinquance, du fait de la criminalité qu'on voit par tout un spectre de comportements. Ça va des incivilités, ça va des gens qui vous claquent la porte au nez, enfin bref, il y a tout un spectre. Nous sommes tous en privation de liberté parce que nous ne voulons pas suffisamment de priver leur liberté aux délinquants et aux criminels. C'est tout le problème. Je ne demande pas à ce qu'ils ne soient pas privés de liberté, je ne demande pas à ce qu'on les remette dehors, je défend l'idée qu'il faut qu'ils aient des conditions de détention, des conditions de détention dignes, parce que quand on est condamné, on n'est pas condamné à vivre dans la crasse, on n'est pas condamné à vivre dans la peur, on n'est pas condamné à vivre dans la violence. Mais on est condamné quand même. Les citoyens français n'ont pas été condamnés. Les citoyens français, ils payent leurs impôts, ils vivent honnêtement, ils ne commettent pas de crime ou de délit, ils n'ont été condamnés à rien du tout, ils vivent quand même une insécurité, et ils vivent une peine, déjà une peine. Mais je vois pas en quoi maintenir les détenus dans des conditions impropres et indignes améliore la situation des Français. Que moi, je suis largement prêt à payer pour maintenir la sécurité des Français. Ce qui est sous-entendu en l'occurrence par Pierre-Marie Sève, c'est que concrètement, avec les moyens actuels, alors on débattra après de la question purement financière, bien sûr, fondamentale, parce que la conclusion des gauchistes de dire il faut libérer les gens, on n'est pas obligé de la partager, on peut dire il faut construire de nouvelles prisons et repenser, par exemple, la répartition des différentes populations carcérales. On n'est pas obligé de conclure la même chose que les officines qui ont été évoquées tout à l'heure. Je suis d'accord. Mais moi aussi, dans l'absolu, je préférerais qu'on construise des prisons, et je préférerais que les détenus soient dans des conditions au moins légales, celles qui sont prévues par la loi. Parce que vous disiez, Pierre-Marie Sève, justement que dans le fond, vous accordiez pas une importance fondamentale à la manière dont vivent les prisonniers. Alain Destex nous expliquait quand même que les prisonniers, les détenus actuellement quand même avaient une surconsommation de médicaments d'anxiolytiques, donc de médicaments de santé mentale quelque part, qu'ils souffraient d'un manque d'occupation, et qu'en fait ils se mettaient dans des situations où on va dire ils n'agissaient pas, ils ne faisaient rien quelque part de leur journée. C'est un problème déjà en soi, sans parler des conséquences pour l'après-prison.
Mais certainement, il faudrait encourager le travail en prison. C'est un serpent de mer dont on n'arrive pas à se sortir depuis des années, depuis des décennies même. On n'arrive pas à faire travailler les gens en prison pour tout un tas de raisons. C'est essentiellement parce que les entreprises ne veulent pas s'installer en prison, non seulement parce que c'est pas simple de s'installer dans une prison, mais les détenus ne sont pas les ouvriers modèles toujours qu'on aimerait avoir, donc c'est pas particulièrement rapide. Et donc malgré même des salaires extrêmement attractifs pour les entreprises, les détenus sont payés 3 francs 6 sous, même pas, de l'heure, c'est vraiment effectivement extrêmement faible. Et bon, ça peut se comprendre aussi. Mais malgré ces incitatifs-là pour les entreprises, il y a encore trop peu d'entreprises qui veulent s'installer en prison. Ça c'est certain. Et alors, on le reçoit maintenant, Vendry de Guerpel, journaliste à L'Incorrect, qui détient le même numéro que moi. Oui, je vous ai ramené un petit cadeau ce matin. Mais c'est très aimable. Alors, je vous ai devancé. Je montre bien à nos auditeurs donc le dernier numéro de L'Incorrect qui est intitulé Tall Story. Voilà, un excellent jeu de mots comme votre magazine sait en faire. Vous avez co-dirigé, Vendry de Guerpel, le dossier sur les prisons. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et dont Alain Destex touchait un mot d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'existence d'une sorte de système parallèle en prison. C'est-à-dire qu'il y a le système de, on va dire, de justice qui est étatique, institutionnel, qui existe. Et puis, il y a quand même un système de justice parallèle dont vous parlez, qui mêle à la fois la peur des représailles par les gardiens vis-à-vis des détenus, et que ce soit dans la prison ou en dehors. Vous parlez notamment de gardiens de prison, de matons qui ont en fait eu des primes sur leur tête a été mise à prix pour 1 500 € chacun. Comment vous expliquez l'existence de ce système parallèle au regard de votre enquête ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup d'actualité des prisons, c'est un marronnier dans l'actualité, et nous, on voulait faire une véritable immersion. Donc, on allait appeler des détenus, des surveillants pénitentiaires, etc. Et tous nous ont raconté que l'état des prisons en France, c'était un peu un miroir grossissant de la société. Donc effectivement, en prison, on a d'un côté les détenus qui essayent de purger leur peine. Alors, si on rentre pas dans le système, et ben forcément, on est plus embêté, on est obligé d'être à l'isolement. C'est le cas notamment d'un détenu effectivement qui avait été arrêté pour des raisons politiques et qui était effectivement à l'isolement parce qu'en fait, il y avait 4 contrats qui tournaient avec des primes de 1 500 € pour le tuer, qui tournaient dans la prison. C'était sur Snapchat. Et puis, on a de l'autre côté les surveillants pénitentiaires qui, eux, essayent de faire tant bien que mal leur travail, parce que, il faut le rappeler, ils sont 1% à peu près dans les prisons en France. Il y a en moyenne un surveillant pour 100 prisonniers. Entre 50 et 100, ouais, en fonction des prisons. Il y a plusieurs types de prisons, j'imagine que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a les maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales. Voilà, les maisons d'arrêt, c'est les centres de semi-liberté. Exactement. Après, il y en a plusieurs aussi, mais dans les prisons centrales, c'est les grosses peines. Dans les maisons d'arrêt, c'est les petites peines. 70% des peines qui ont été prononcées sont pour moins de 5 ans de prison. Et donc, les surveillants pénitentiaires, quand ils arrivent le matin ou l'après-midi, en fonction de leur garde, eux doivent faire le tour de toutes les cellules. Et donc, en fait, pour vérifier si tous les détenus sont bien encore en vie. Donc, en fait, ils regardent via le petit écrou et ils font bouger le détenu pour savoir s'il est encore en vie. Sauf que le temps de faire tout le tour, de voir les 100 détenus, parce que chacun son étage, et ben en fait, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, c'est-à-dire aller fouiller les téléphones portables, voir s'il y a des téléphones portables dans les cellules. Ils n'ont pas le temps de voir un peu comment ça se passe. Il faut savoir que le moment, c'est très particulier. Il y a énormément de bruit dans les prisons. Ça, c'est ce que tous nous ont raconté. Et notamment un gendarme, qui est un de mes amis, qui est au PSIG et qui s'occupe en fait de faire les transferts entre les prisons et le tribunal et la prison. Il nous explique que quand il passe la porte de la prison pour remettre le détenu au surveillant pénitentiaire, il entend énormément de bruit. Il y a aussi dans les couloirs des conditions de travail qui sont très difficiles pour les surveillants pénitentiaires, parce que en fait, ils nous disent que ça sent le shit, mais tout le temps, c'est la Colombie. C'est ce que m'a dit un surveillant pénitentiaire. Donc ouais, des conditions de travail très difficiles. Ils sont pas armés en prison, ils ont juste un sifflet. Et puis à côté, donc concrètement, s'il y en a un qui se fait agresser par un détenu, il se débrouille tout seul. Enfin, ils appellent les autres, enfin ses collègues, j'imagine. Mais c'est très très compliqué. Il nous disait à chaque fois que j'ouvre une porte, je joue de cellule, je joue ma vie quoi. Et il a raconté qu'il y avait un de ses collègues qui avait été aspergé d'eau bouillante.
Donc oui, c'est très compliqué. A priori, les tasers arrivent quand même chez les surveillants. C'est en train d'arriver. Mais il y a toujours ce même problème de toute façon qui est qu'avoir une arme signifie qu'un détenu peut s'emparer de l'arme. Enfin, c'est toujours le même problème. Alors je rappelle à nos auditeurs que voilà, nous sommes avec Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la justice, Xavier Aimant, rédacteur en chef de Libre Arbitre et de la revue Éléments, et Vendrick de Garpel, journaliste à l'Incorrect, voilà, pour ce grand débat sur les prisons. Je voudrais que vous rebondissiez sur ce dernier point qu'a évoqué Vendrick, Xavier Aimant. En fait, on a l'impression que entrer en prison radicalise d'une certaine façon les détenus, et que en fait ça a pour conséquence d'entretenir, voire d'augmenter la violence qui est déjà en eux par le délit ou le crime qu'ils ont pu commettre. Je suis assez d'accord avec vous, mais je pense, je vais revenir, on va dire, à ma marotte, que ce sont ces conditions de détention qui justement favorisent cette augmentation de la violence, cet entassement. On le voit d'ailleurs, cette surpopulation carcérale, elle joue aussi sur les conditions de travail, elle nuit aussi aux conditions de travail des agents de la pénitentiaire. Donc c'est pas uniquement les détenus qui sont concernés. Donc pour moi, c'est un cercle vicieux. Tant qu'on n'améliore pas, on aura en effet ces phénomènes de radicalisation, parce que si vous êtes à 3 dans une pièce qui est faite pour 2, et ben en effet la proximité, la promiscuité est plus grande, donc les tensions sont plus importantes, etc., etc. Et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que dans les prisons, il n'y a pas que des violeurs, des trafiquants de drogue et des meurtriers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, simplement un voleur simple, par exemple, qui va se retrouver avec... Alors, des voleurs simples, pour le coup... Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Les coupables, les personnes reconnues coupables. Donc, alors déjà, pour être reconnu coupable dans un procès, il y a tout un tas de tris qui sont faits. Si l'auteur n'est pas retrouvé, si les faits sont estimés trop peu graves par le procureur, etc., etc. Si on n'a pas une mesure alternative aux poursuites, si enfin on arrive au tribunal, où on va être condamné à une peine en moyenne de 4 mois et 4 mois et demi de prison, 98% des peines pour vol simple sont inférieures à 12 mois, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement aménagées. Donc, franchement, des voleurs pour vol simple, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Donc, il y en a peut-être une dizaine dans toute la France, je pense. Il peut y en avoir, comme il peut y avoir des militants politiques, des militants syndicaux, des écrivains malpensants. C'est aussi une population qui est peut-être en effet anecdotique, mais... Quantitativement, c'est anecdotique. Il ne faut pas quand même garder à l'esprit qu'il n'y a que des gens qui sont des crapules absolus et qu'il faudrait donc punir de la façon la plus abominable possible. C'est pas la réalité non plus totale des prisons. Normalement, les surveillants pénitentiaires font un travail aussi pour faire en sorte que les personnes plus vulnérables, les primo-arrivants, etc., soient dans un quartier spécifique. Pour Sauf que s'il y a occupation, je ne sais pas quel terme utiliser au bout d'un moment. Mais Suroccupation, c'est très bien. Bon, très bien, on va faire plaisir à Pierre-Marie Sèvres sur ce point. Mais techniquement, c'est ça. Mais si effectivement il y a ce problème, ils ne pourront pas recaser les primo-arrivants justement dans les quartiers où il y aura et justement en fait les conditions de détention vont faire que effectivement, alors je doute que on va dire un écrivain condamné pour ses écrits puisse devenir subitement un meurtrier parce qu'il a côtoyé une aimable chance pour la France. D'ailleurs, Maëlys, vous aviez récupéré... Il peut se faire assassiner comme Ivan Colonna, par exemple, prisonnier... Ouais. Considéré comme un prisonnier politique, en tout cas par certains. Oui, non, mais je le précise, mais par certains, et qui a été assassiné par un islamiste radical. Voilà, ça peut arriver. On peut aussi être survictime, si je puis dire, devenir victime après avoir été coupable. Et ça aussi, ça crée des problèmes entre des gens qui sont condamnés. Alors là, c'était une très lourde peine, donc l'exemple n'est pas très bon, mais pour des peines légères qui peuvent se retrouver justement dans un système où ils vont être obligés de faire des trafics pour être protégés plus ou moins par d'autres détenus et qui risquent d'aggraver leurs peines en prison parce qu'il y a justement tout ce système parallèle qui est totalement aberrant et qui peut transformer progressivement des petits délinquants en grands délinquants. Et donc là, la société n'a rien à gagner en fermant les yeux sur ces trafics et cette double criminalité, cette criminalité interne aux prisons en fait. Une nuance tout de même, il y a très peu de primo-délinquants en prison. Vraiment, pour entrer en prison en France, il faut quand même avoir un casier relativement important, sauf évidemment, et là vous avez raison de le dire, alors c'est quantitativement anecdotique, mais c'est symboliquement et sur le plan des principes, ça peut poser des problèmes. Je ne sais pas si en France il y en a tant que ça, mais des prisonniers politiques, je ne sais pas s'il y en a en France, hein, mais il y en a par exemple au Royaume-Uni, là je pense que c'est quand même assez hors de tout doute, des personnes qui sont mises en prison pour des durées délirantes, parce qu'ils ont des opinions
spécifique. Même le Royaume-Uni, vous avez certainement vu, il y a une semaine, a annoncé que les hommes blancs seraient traités plus durement que les autres. Donc ça, ce sont des peines politiques, des détentions politiques, et ça pose problème. Mais en termes de quantité, c'est sûr qu'ils sont extrêmement peu nombreux. Et en France, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Ça se compte sur les doigts d'une main s'il y en a en tout cas. Et alors, pour le moment. Cette question moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué, notamment d'ailleurs, moi j'ai trouvé que le dossier de l'incorrect avait cet aspect assez intelligent de vouloir traiter, mais bien comme toujours, j'ai envie de dire, et surtout, sûrement grâce à votre plume, Vendry de Guerpel, mais il y a quand même cet aspect assez intéressant qui traite de l'après. Bien sûr. Parce qu'en fait, évidemment, vous le disiez, Pierre-Marie Sève, je crois que j'avais noté ça quelque part, mais alors il faudrait que je le retrouve. Peut-être que je l'avais noté par ici. Merci, Maël. Voilà, c'était ici. 63% des prisonniers récidivent dans les 5 ans qui suivent. Si j'avais dû chercher dans le numéro de l'incorrect, j'avais peut-être un peu plus de temps à trouver ce chiffre. Mais 63% de récidives, concrètement, déjà, ce qui était assez intéressant, c'est que vous étudiez quel est le parcours du prisonnier après être sorti de prison. Exactement. En fait, l'idée, c'était de dire que chaque détenu a le droit à sa réinsertion. Et donc, en fait, on ne voulait pas aller que dans le prisme du c'est l'enfer en prison, etc. etc. Et par exemple, typiquement, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, il y a un détenu qui me disait qu'il avait été mis en cellule avec un jeune type qui faisait partie d'un gang lyonnais, donc il avait été arrêté pour Kalachnikov, etc. Et qui lui confiait, moi en fait quand je ressors, je vais reprendre mes activités. Et donc pour savoir si vraiment c'était une majorité ou pas des gens qui allaient reprendre après, on allait appeler des SPIP. Vous savez, les SPIP, c'est le service de réinsertion. Donc c'est des prisons, donc c'est ceux qui accompagnent les détenus, ou en tout cas les anciens détenus, pour la réinsertion professionnelle, pour essayer de retrouver un logement, etc. Mais en fait, les SPIP, eux, sont un peu découragés, parce que c'est très, très dur. Il y a tout un travail qui est aussi celui de trouver du travail à l'intérieur de la prison, sauf qu'il y a très peu de places pour le travail, c'est des places qui valent très cher. Et puis, en fait, en règle générale, les gens, quand ils ressortent de prison, ils sont livrés un peu à eux-mêmes, parce qu'ils ont soit rompu avec leur famille, soit ils sont dans des situations assez compliquées. Et donc, ça, c'est un travail qui est assez dur pour les SPIP. Et puis la SPIP, elle travaillait à la maison de la santé. Elle nous expliquait aussi que les surveillants pénitentiaires ne pouvaient pas travailler correctement parce qu'il y avait une aile psychiatrique au sein de la maison de la santé. Donc on a mis entre guillemets les malades mentaux dans la prison. Et donc elle disait que c'était très compliqué de travailler aussi là-dessus. Donc voilà, tas de choses comme ça. On a regardé aussi, on allait interroger des aumôniers qui venaient en prison. Est-ce que les prisonniers étaient très demandeurs ou pas d'être accompagnés spirituellement, qu'ils soient catholiques, musulmans ou juifs ou autres? Oui, ils demandent d'avoir un accompagnement spirituel. Donc, Et même ce que vous expliquez d'ailleurs, qui est assez intéressant, c'est que les imams en prison permettent la déradicalisation, entre guillemets, de contrôler la radicalisation des détenus, parce que sinon certains s'autoproclament imams. Quand on sait qu'effectivement il y a une part inconnue mais importante de musulmans... 24,5% des détenus qui sont étrangers. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en discutais avec un agent pénitentiaire qui me disait que même les jeunes de 19-20 ans qui étaient français, blancs comme nous deux, et qui étaient peut-être de confession ou catholiques de manière culturelle, deviennent musulmans après, se laissent pousser la barbe, commencent à s'habiller selon les rites musulmans, pour appartenir à un gang, à un cercle, et pour pouvoir être protégés. Donc en fait, la part serait beaucoup plus importante de musulmans en France dans les prisons. Et alors pour revenir rapidement sur le sujet de la question de la prévention de la récidive sur l'avenir, je pense qu'il y a une question centrale qui se pose dans ce débat. Pierre Marisset, vous êtes un de ceux qui, alors même si c'était peut-être pas forcément intentionnel de votre part, mais avait popularisé et fait connaître en tout cas Nayib Boukele. En France, Nayib Boukele, en tout cas notamment à droite, Nayib Boukele, on rappelle, président du Salvador, qui a fait construire une méga prison de, il me semble, 40 000 places pour y mettre tous les membres de cartels et des gangs qui gangrénaient complètement le pays. Ce qui se passe, c'est que les conditions de détention là-bas sont, on va le dire, passablement inhumaines pour des personnes qui ont commis, rappelons-le, des crimes pour l'essentiel extrêmement graves. Il faut le rappeler. Mais il y a cette question où la France n'est pas
encore, on va dire, mais n'est pas le Salvador. Et concrètement, comme le rappelait Xavier Aimant tout à l'heure, une personne qui est condamnée va pas forcément être condamnée pour un meurtre ou un viol et à forcément 15 ans, 20 ans ou à perpétuité. Concrètement, pour des personnes qui vivent une peine courte, enfin de moins de 5 ans, est-ce qu'il faut mettre en place un système qui soit extrêmement rigoriste pour dissuader le prisonnier d'un jour revenir en prison, ou alors est-ce qu'au contraire il faut avoir une approche qui va être plus dans l'accompagnement pour permettre et justement avec ces SPIP justement pour empêcher la récidive à l'avenir? Alors, je n'ai pas de réponse claire à cette question. Il n'y a pas de... Vous savez, les grands criminels, les meurtriers, les tueurs en série, sont les premiers à ne pas payer leur ticket de métro quand ils prennent le métro. Al Capone a été arrêté pour une fraude aux impôts. Donc, ce que je veux dire, c'est que parmi la masse de ceux qui commettent des petits délits, il y a beaucoup qui vont au fur et à mesure du temps, et le premier facteur de réinsertion, c'est l'âge. Donc en vieillissant, en ayant une famille, etc., ils n'ont pas envie d'être poursuivis par la police éternellement. Mais parmi cette masse-là, beaucoup vont se réinsérer, mais on a aussi les plus dangereux qu'il faut neutraliser le plus vite possible. Donc voilà, on peut pas prendre cette masse-là comme si c'était que des gens qui ont commis des petits délits et qui donc ne sont pas dangereux. Il y a des gens extrêmement dangereux qui le sont. On peut prendre un exemple. Guy Georges a été arrêté pour des vols. Voilà, alors il a tué quand même une dizaine de jeunes femmes par ailleurs. Donc on peut pas prendre cette masse-là d'un coup. Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, dans le contexte carcéral français où nous manquons de places de prison, ça je ne le nie absolument pas, il y aurait des moyens de s'adapter à la sécurité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a envie, en France, de mettre des miradors et des grosses prisons infranchissables pour beaucoup trop de personnes qui, de toute façon, ne vont probablement pas s'évader. Donc, je pense que ce qu'on fait déjà pour les délinquants sexuels sont des détenus qui ne s'évadent pratiquement jamais, donc on les met dans des prisons de basse sécurité et ça coûte beaucoup moins cher, et effectivement il faut certainement adapter mieux notre parc carcéral à la réalité de notre délinquance en termes de gravité et de risque de sécurité et risque d'évasion. Donc oui, pour beaucoup de petits délits, je pense qu'il faut encourager des prisons. Alors il y a tout un tas d'options qui sont envisagées. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, des prisons préfabriquées, on envisage ça. Il y avait une expérimentation sur l'île de Ré, je crois, ou l'île de Léron. Donc bref, ça il faut le faire. Mais en revanche, l'objectif doit être toujours que la prison reste un moment désagréable, qu'on effectue en prison la totalité ou la quasi-totalité de sa peine en fonction d'efforts exceptionnels de réinsertion quand il y en a, ce qui est pas la règle, je vous le dis tout de suite. Donc, ça, pour le coup, on n'y coupera pas, même si on adapte nos mesures de sécurité à la dangerosité des criminels et des délinquants. Et Xavier Aimant, par exemple, pour revenir pour rester sur ce sujet, il y avait au Salvador, par exemple, qui est encore une fois une situation radicalement différente de la France, mais c'est pour utiliser un peu une forme d'archétype, même un peu caricatural. Mais par exemple, on sait que ce qui a été annoncé par Bukele, en tout cas, c'est que les détenus mangeront le même plat tous les jours pendant 20 ans. Et en fait, est-ce que, évidemment, on se doute que vous êtes... là, encore, il s'agit encore une fois d'un exemple extrêmement radical, etc. Mais concrètement, est-ce que on manque d'autorité dans les prisons, ou est-ce qu'on manque au contraire on va dire d'adaptation aux personnes qui sont présentes? J'aurais envie de dire un peu des deux. Ça dépend encore une fois du type de détenu. C'est pour ça que c'est difficile de faire des généralités. Il faudrait en effet qu'il puisse y avoir un suivi, je n'ai pas personnalisé parce que mais en tout cas par catégorie de délinquants. Non, faire manger pendant 20 ans le même repas, je trouve que c'est de la cruauté inutile. En plus, ça va tuer parce que manger donc. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Non, mais si on considère qu'il faut pas que le détenu ait un meilleur plat que le Salvadorien le plus pauvre. Il a qu'à essayer d'améliorer le sort des Salvadoriens pauvres. C'est comme le décalage se fera. Mais en attendant,
moi, je trouve ça tout à fait... C'est de la justice pour moi qu'effectivement, quand on a des gens dans notre pays qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui commettent pas de crimes et délits, qui ne mangent pas, le détenu n'est pas un traitement particulièrement agréable et qu'il n'est pas un restaurant 5 étoiles tous les jours. Je ne pense pas que ce soit le cas dans nos prisons non plus. Quand on voit les conséquences de... les gens qui sortent de prison, en général, après des longues peines, ils sont totalement cassés physique. S'ils peuvent pas cantiner, ce qui d'ailleurs... Ouais, ils peuvent tous cantiner. Non, la réalité, ça dépend des moyens. Je pense qu'il y a une lutte des classes au sein des prisons, comme partout dans le reste de la société. Il y a des gens qui ont des moyens financiers qui leur permettent d'avoir des conditions de détention plus agréables que d'autres. Et ça, c'est pas non plus tout à fait moralement acceptable pour moi. Je voulais juste revenir une seconde sur la question de l'accompagnement, parce que c'est quand même très important. Il y a la punition, et ça, on est d'accord. Moi, je voudrais pas passer pour le laxiste du... Vous êtes un laxiste de droite, Xavier Mon, du plateau. La punition est nécessaire, mais en effet, à moins d'estimer que ces personnes sont perdues pour la société, que donc il faut, elles sont perdues définitivement, il n'y a rien à en faire, il faut quand même penser l'après. Et on voit bien que encore une fois, c'est une question de moyens, parce que les services d'accompagnement, ça fonctionne quand même relativement bien. Les taux de récidive les plus importants, c'est quand il y a ce qu'on appelle des libérations sèches, c'est-à-dire que la personne est libérée, elle est envoyée dans la nature, et là, les taux sont très importants. Quand il y a un accompagnement, ça marche pas de façon systématique, mais ça fonctionne quand même relativement correctement, puisque les taux sont plus bas. Mais il faut encore avoir les moyens de ces suivis qui sont sans doute coûteux. Et je comprends aussi que le contribuable moyen pense que c'est pas la priorité de mettre de l'argent là-dedans, sauf que pour la sécurité de la société sur le long terme, moi je pense que c'est un investissement utile. Non, mais pour rebondir un peu sur la réalité du quotidien en prison, je crois quand même que c'est assez confortable, entre guillemets, aujourd'hui. On est tous tombés sur des vidéos TikTok de détenus qui sont en cellule avec la play derrière et lui, du coup, avec son téléphone portable puisqu'il filme. On est tous tombés sur, effectivement, de voir aussi les jeunes qui vont balancer des kebabs à travers les murs d'enceinte de la prison. On a tous déjà vu et on a tous pu comprendre que les livraisons de drones se font assez facilement. Moi, j'ai discuté avec un ancien détenu qui me racontait que pour se faire livrer quelque chose en prison avec un drone, c'était 250 €. Et en fait, il y avait tout un système qui était mis en place avec le repêcheur, donc celui qui va récupérer le colis, et puis après qui va avoir la mission de pouvoir redistribuer dans les cellules. Donc en réalité, le quotidien, il est pas si horrible que ça, parce que les détenus se débrouillent par eux-mêmes, mais aussi parce qu'avec la possibilité de cantiner, on peut améliorer le quotidien très facilement. Et je prends un exemple d'un surveillant pénitentiaire qui me disait, quand j'entre dans une cellule, je vois plus de nourriture dans la cellule que chez moi. Ils sont blindés de nourriture. Ils ont des canettes de coca à n'en plus finir, énormément de denrées alimentaires qui sont entreposées sur les étagères. Et puis il y a même un concept qui a été lancé sur TikTok de détenus qui font Top EPS. C'est comme Top Chef, sauf que c'est un concours de cuisine depuis leur cellule. Et donc en fait, ils font des recettes de cookies, de mousse au chocolat dans la cellule. Donc en réalité, le quotidien n'a pas l'air si difficile que ça. Je crois qu'il y a beaucoup de militaires, quand ils vont en sentinelle ou quand ils sont en opération extérieure, qui ont des conditions qui peuvent être même plus difficiles que celles des détenus en France. Effectivement, Xavier Aymar, je vais rebondir sur ce que Vendry vient de dire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les détenus ressortent cassés, sauf que le climat, finalement, en prison n'a pas l'air si terrible, notamment quand on voit les meurtriers de Lola ou de Thomas, plutôt, en prison avec leur maillot du PSG, qui portent leur maillot du PSG avec leur barre de shit à la main. Je pense que ça suscite certaines interrogations, notamment quand on sait que le taux de récidive est quand même assez élevé. Finalement, on voit bien que le quotidien en prison n'est pas un obstacle pour que ces personnes recommencent. Finalement, si c'était tant terrible que ça, je ne pense pas que ces personnes s'afficheraient de la sorte. Et en 2 minutes, et après on fait une conclusion avec Pierre-Marie. Oui, encore une fois, je pense que si vous alliez 2 mois en prison dans ces conditions, ça vous découragerait de façon radicale. Elle respecte la loi. Non, mais nous n'avons, autour de cette table, pas notre place en prison. Ça n'aurait aucun sens. Nous ne sommes pas faits pour ça. Quelqu'un peut aller en prison pour des escroqueries fiscales, pour des délits routiers. Ils n'ont pas tous ce profil de racaille que l'on voit sur ces photos, sur ces vidéos. D'ailleurs, qui sont
pour le coup un peu anecdotique. Moi, pour avoir parlé aussi avec du personnel pénitentiaire, il y a aussi les types qui pleurent tous les soirs dans leur lit, qui font les cahiers de la journée, mais quand on referme moi, j'inviterais vraiment. Je pense que les gens qui disent que les conditions qui pleurent, franchement, j'ai pas envie de les conditions, si les conditions, je ferai des stages pour que les gens voient ce que c'est réellement le bruit permanent, la saleté, les odeurs, justement les odeurs de drogue en permanence. C'est pas la colonie de vacances, quoi. Il y a bien les fumeurs aussi. Mais encore une fois. De quelle catégorie parle-t-on ? Ce qu'on voit, évidemment, si on parle des assassins de cet acabit-là, on a envie qu'ils aient des conditions difficiles. Est-ce que c'est représentatif de l'ensemble des détenus ? Je ne le crois pas, une fois encore. Vous avez dit une phrase, je vais vous donner une anecdote assez amusante. Ce n'est pas une colonie de vacances. Figurez-vous, peu de gens le savent, qu'il y a une prison en Dordogne qui a été imaginée et construite par l'architecte officiel du Club Med. Donc parfois on peut se demander si ce n'est pas une colonie de vacances, ce sont des délinquants sexuels qui ont agressé souvent des jeunes, souvent des enfants, qui ont la clé de leur cellule, qui peuvent se promener dans un espèce de resort construit par l'architecte du Club Med. Donc certes, il y a une toute petite minorité de personnes qui n'ont pas leur place en prison. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour l'écrasante majorité qui sont des multirécidivistes, qui pourrissent la vie des gens par leurs actes, mais aussi par leur attitude dans la rue et par la peur qu'ils avant même d'agir quoi que ce soit, ils font peur à tout le monde autour d'eux. Ces gens-là ont un traitement qui est loin d'être, à mon avis, à la hauteur de la gravité de ce qu'ils font et de ce qu'ils font subir à la France et aux Français. Et donc, à mon avis, colonie de vacances... Ça, c'est la durée de la peine aussi. C'est-à-dire que je reviens à la définition de Xavier Aimant à l'origine, qui était la question de la privation de liberté. Mais le fait le fait d'être plus ou moins longtemps en prison, c'est aussi ça qui va établir la difficulté d'y vivre quelque part. C'est une combinaison de la difficulté du quotidien, du moment désagréable. C'est une combinaison du caractère désagréable et du degré de désagréabilité du moment en prison et de la durée. C'est une combinaison des deux. Si c'est un moment très agréable, eux, ils ont envie que la durée soit très longue. Vous imaginez, si jamais tous les détenus avaient une chambre avec un lit king size, ils auraient envie d'y rester longtemps. Évidemment, c'est pas le cas. Je suis pas certain que même dans les meilleures conditions aujourd'hui, un seul. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est une combinaison des deux. C'est la multiplication de l'expérience en prison et de sa durée qui vont avoir le facteur dissuasif. Bon, Xavier Aimant, Vendry de Guerpel, Pierre-Marie Sève, c'est un débat qu'on aurait pu poursuivre, je pense, pendant une bonne heure de plus, et que, en tout cas, j'ai eu plaisir à animer en compagnie de cette chère Maëlys. Donc voilà, je rappelle rapidement, Xavier Aimant, vous êtes rédacteur en chef de Libre Arbitre et de la revue Éléments. Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice, et Vendry de Guerpel, journaliste à L'Incorrect. Je vous invite tous, chers auditeurs, à suivre ces trois aimables personnages qui ont débattu de manière courtoise et, il faut le dire, assez passionnante sur ce sujet des prisons. Et puis, je suppose que, étant donné que le débat n'a pas été achevé par manque de temps, que nous y reviendrons sans peine dans un jour à venir, sans mauvais jeu de mots, bien sûr.